Il est 20 h à Libreville, au Gabon. Vous êtes sur Gabon Première. C'est l'heure de votre journal. Voici les titres. Ouverture aujourd'hui à Libreville de la campagne nationale de sensibilisation sur la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. C'est le Premier ministre Julien Kogobekale qui a officiellement lancé l'opération qui verra sa caravane s'ébranler à travers les 9 provinces du Gabon. Les chefs de police et les ministres en charge des questions de sécurité en Afrique centrale en conclave depuis ce matin à Libreville à l'occasion de la 20e session ordinaire de leur comité. Occasion pour la rédaction de Gabon Première de se pencher ce soir sur les véritables missions de cette entité. Enfin, l'histoire du Gabon retracée à travers une exposition dédiée aux 50 ans des Archives nationales, cérémonie rehaussée par la présence du secrétaire général adjoint du gouvernement. Dans ce journal, nous nous interrogerons sur l'utilité, voire l'importance de cette structure avec Léa Bifan. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes naturellement les bienvenus sur Gabon Première. C'est l'heure de votre 20 h. Ouverture aujourd'hui à Libreville de la campagne nationale de sensibilisation sur la lutte contre l'enrichissement illicite. C'est le Premier ministre Julien Kogobekale qui a donc officiellement ouvert les travaux. Une opération qui vise à promouvoir les valeurs de probité et d'intégrité dans la gestion des affaires publiques. L'initiative qui concerne les 9 provinces du Gabon reçoit l'appui des Nations Unies. Compte rendu, Rodolphe Moukamiboma et Hervé Ziguet. Campagne de sensibilisation contre la corruption et l'enrichissement illicite qui va couvrir 3 provinces du Gabon. Cette croisade organisée par la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite vise à apporter des éléments susceptibles de freiner le fléau de la corruption au Gabon. La Commission réunira les responsables des administrations centrales, des conseils locaux, les opérateurs économiques, le patronat, la société civile, ainsi que les partenaires au développement, afin de les entretenir sur 4 modules retenus, les généralités des 2 fléaux, la déclaration des biens, les modes opératoires des enquêtes et les perspectives de réforme. Cette première phase de sensibilisation qui démarre ce jour va circuler à l'estuaire, dans le Moyen-Ogo et dans le Wellington, grâce à l'appui technique du programme des Nations Unies pour le développement. Il est capital pour notre nation d'en finir, une fois pour toutes, avec la corruption qui gangrène nos institutions, avec la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance qui nous empêche d'avancer et nous interdisent de récolter les fruits des efforts colossaux et multiformes que l'État a consentis. Les travaux de cette vaste campagne sont présidés par le Premier ministre chef du gouvernement. Julien Kogobekale dresse un diagnostic sans complaisance du fléau de la corruption, malgré la solidité des textes et des traités en la matière. Le moment est venu donc pour débuter un nouveau cycle dans la lutte contre la corruption dans notre pays. Ce nouveau cycle doit, plus que jamais, privilégier l'efficacité réelle aux effets d'annonce, aux effets de mode ou de bonne conscience internationale. Il nous faut tous, collectivement, et le gouvernement va s'y atteler, faire preuve d'imagination, de réalisme et de pragmatisme. Selon le classement 2018 de l'ONG Transparency International sur l'indice de perception de la corruption, le Gabon occupe la 124e place sur 180 pays. Un classement peu reluisant qui implique des actions fortes pour l'ensemble des autorités impliquées dans la lutte contre la corruption. Créée en 2003 par Feu Omar Bongo Ondimba, la commission de lutte contre l'enrichissement illicite n'a toujours pas convaincu les Gabonais sur l'importance de son existence. Occasion pour la rédaction de faire un bilan sur ses activités. La réflexion est menée par Stevie Oyanmezu. Campagne de sensibilisation sur la lutte contre l'enrichissement illicite. L'initiative est plus que louable, surtout au moment où le gouvernement va en guerre contre toute forme de corruption. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en parlait encore le 16 octobre dernier, lors de la célébration de ses 10 ans à la magistrature suprême. Il faut mettre un terme à ce fléau qui gangrène l'administration publique, a-t-il martelé. Le feu vert est ainsi donné par la plus haute autorité de l'État.
Mais fallait-il attendre le coup de tonnerre du président de la République pour déployer sur le terrain les stratégies qui peuvent et doivent freiner les dégâts? Si depuis la création de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, dans les années 2000, plusieurs Gabonais ont fait l'objet d'interpellations, les griefs qui lui sont cependant formulés reposeraient sur son manque de communication. Sur toutes les interpellations faites, quelles sont les conclusions issues des différentes enquêtes menées sur le terrain pour juger de la puissance de l'institution? L'éradication de la corruption au Gabon ne partirait-elle pas de la publication des noms des personnes prises en flagrant délit, des personnes qui justifieraient publiquement l'obtention de leurs biens? Autant de questions que se posent les Gabonais désireux d'être au fait de l'actualité. Une chose est sûre, la lutte contre la corruption est un processus managérial de longue haleine qui ne peut aboutir en un jour. Mais il faut pourtant la combattre et avec la dernière énergie, car la stabilité économique et sociale du pays en dépend. Cela dit, après près de 17 ans de présence au sein de notre architecture institutionnelle, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite peut-elle jouer un rôle déterminant dans la lutte contre la corruption? Peut-elle apporter des preuves de la volonté des autorités gabonaises appuyées par le FMI de décourager toutes les personnes poussées par les ambitions démesurées de se servir dans les caisses de l'État? Si le bien fondé de l'existence même de l'établissement ne souffre d'aucune contestation, à elle de nous convaincre de sa justesse en nous édifiant davantage sur ses missions. Cela fait 16 ans aujourd'hui que la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite existe au Gabon. Que peut-on retenir de ces missions? La présentation de cette institution avec Rodolphe Mukambiboma. La Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite est une autorité administrative créée le 7 mai 2003 pour 3 missions précises: la prévention, l'investigation et la consultation. La prévention consiste notamment à centraliser les informations nécessaires pour les pratiques d'enrichissement illicite, collecter et conserver les déclarations des biens des agents publics, une déclaration qui concerne toute personne dépositaire de l'autorité de l'État. La mission d'investigation consiste quant à elle à détecter et faire prendre des mesures conservatoires, faire réprimer l'enrichissement illicite et procéder à toute enquête sur des faits d'enrichissement illicite. Enfin, la commission de consultation s'appuie sur 2 piliers. D'une part, donner un avis sur tout projet de texte concernant les questions touchant à l'enrichissement illicite et d'autre part, donner un avis sur des questions d'enrichissement illicite, de conflits d'intérêts. La commission n'est pas une juridiction, mais une autorité administrative. Une fois l'enquête bouclée, la commission transmet le dossier traité au procureur de la République pour l'action publique. 16 ans après, combien de dossiers sur l'enrichissement illicite ont abouti? Mystère. Toujours sur le même sujet, dans son allocution du 16 août dernier, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est revenu sur l'intégrité de tout Gabonais à pouvoir gérer la chose publique. Nous l'écoutons à nouveau. Il faut inculquer aux Gabonais une culture de la performance, de l'intégrité et de l'amour du travail. Nous devons aussi établir un système méritocratique permettant aux personnes talentueuses, compétentes et déterminées de progresser afin de bâtir une nation puissante. On poursuit votre 20h et on parle de toute autre chose à présent. Au Conseil économique, social et environnemental, on parle de cette réunion statutaire des conseillers sur la loi de finances 2020. Signalons que la rencontre se tient quelques jours avant le passage devant les 2 chambres du Parlement. Lardi Ngemamba et Eric Mokoko pour le compte-rendu. L'éducation, la santé, la vie chère, le développement des infrastructures routières constitue l'épicentre de la loi de finances 2020 du Conseil économique, social et environnemental. Lorsqu'on parle de loi de finances, le Gabonais lambda peut comprendre qu'à partir de cette loi de finances, est-ce que son train de vie va s'améliorer? Est-ce que la qualité du plateau technique au niveau de la santé va s'améliorer? Vous savez que la question de l'éducation est au centre, la question de la formation. Vous voyez que le chef de l'État a mis un accent particulier sur la formation professionnelle, mais un accent aussi est donné sur des questions de développement, notamment les routes, qui est donc l'épineux problème. On parle de la nationale, donc le Conseil regardera
cela de près. Après cet examen, nous regarderons aussi, dans le cadre des attentes et des besoins des populations, nous allons renforcer notre recueil au cours donc de ces travaux et pendant la mise en place de la loi des finances. Réunis en session statutaire, les membres de l'institution veulent poser un diagnostic sur le budget alloué aux différents ministères et leur impact sur la population. Est-ce que les budgets ont été cohérents au niveau de l'éducation nationale? Est-ce que les budgets ont été cohérents au niveau de la qualité de vie, au niveau de l'habitat, au niveau de l'agriculture? Donc faire des propositions. Il revient maintenant au Parlement qui lui prend cette loi de pouvoir en décider. Mais nous veillerons à ce que cette cohérence se fasse. Une démarche qui se justifie selon l'article 104 de la Constitution qui donne quitus au Conseil économique, social et environnemental de donner son avis et des recommandations pour la bonne gestion du pays. En plus bref, nous parlons de cette séance de travail qui s'est tenue au ministère du Commerce ce jour. En prélude à l'ouverture demain, mardi 12 novembre 2019, de la 3e édition de l'exposition des produits spécifiques algériens. La rencontre a été présidée par le ministre gabonais du Commerce, Jean-Marie Ogadanga, en présence d'une délégation d'hommes d'affaires algériens, conduite par son homologue du commerce de ce pays ami du Maghreb. Nous y reviendrons demain au cours de nos prochaines éditions d'information. Retour sur la 26e édition Africa Oil Week à Cape Town en Afrique du Sud, où le ministre gabonais du pétrole vient de représenter notre pays. Au cours de ces assises, Noël Mbumba a eu des entretiens avec des chefs de délégation des entreprises pétrolières du continent. Jean de Dieu Ogams, Jean-Pierre Moussouami reviennent sur les temps forts. Au cours de la 26e édition de la Semaine africaine du pétrole, le ministre Noël Mbumba a multiplié des séances de travail avec ses pairs et leaders du monde de l'or noir. Donc nous avons passé en revue les projets qui sont dans le pipe, pour parler dans notre langage. Et donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir une idée claire à court et moyen terme. À court et moyen terme, nous avons la signature dans les prochains jours du CPP Oloui qui permettra à Perenco de pouvoir mettre en œuvre le projet de la centrale de gaz qui permettra d'alimenter à la fois le réseau domestique et aussi de produire du GNL. Et à côté de ça, nous avons discuté avec Perenco de la possibilité de pouvoir signer des CPP en onshore sur des champs qui sont proches des assets sur lesquels ils sont en joint venture avec les autres pétroliers, notamment dans la zone de Koukalavosset. Il y a un véritable potentiel en onshore et nous allons poursuivre les discussions au niveau de Libreville pour pouvoir finaliser ces projets. En toile de fond de cette rencontre, le ministre gabonais du pétrole a expliqué aux investisseurs les nouveaux mécanismes qui visent à assainir le climat des affaires au Gabon. C'est pour nous une priorité parce que le chef de l'État accorde une importance capitale à l'augmentation de la production pétrolière. Plusieurs retombées sont attendues de cette semaine africaine du pétrole avec l'éventuel retour de certaines compagnies pétrolières, dont Shell, qui pourra souscrire à la vente aux enchères des 35 blocs pétroliers qui sera supervisé par un cabinet international. Entre social et économie, la Direction générale des impôts en grève illimitée depuis ce matin à Libreville. Le non-respect des engagements pris d'un commun accord en commission bipartite et serait donc à l'origine de ce mouvement d'humeur. Césarine Andem et Christine Maïnda nous en disent un peu plus. La Direction générale des impôts est en grève. L'ambiance n'est pas celle des jours ordinaires à la Direction générale des impôts. Ici, dans cette salle, et de commun accord, ces collecteurs d'impôts en Assemblée générale ont décidé d'entrer en grève illimitée. Le non-respect du protocole d'accord signé en commission bipartite entre le gouvernement et le syndicat serait à l'origine de cette grogne qui pourrait fragiliser le système fiscal gabonais. Un certain nombre de résolutions avaient été prises. Parmi ces résolutions, le dernier jour ouvrable du mois devait être celui retenu pour le paiement des primes. Mais nous constatons pour le regretter que jusqu'au 11 novembre, les primes ne sont pas payées. Et ce fait dure depuis plus de 7 mois, sans communication, sans considération. Nous avons entrepris toutes les démarches possibles. Nous avons écrit au Premier ministre chef du gouvernement. Nous avons écrit au ministre de l'économie et des finances, M. Ouonomba. Nous avons écrit au directeur de cabinet du président de la République, certes sortant. C'est resté lettre morte. Nous disons dans un partenariat sérieux et responsable, un engagement est un engagement.
Pour amener la quiétude au sein de cette entité financière, les agents ne souhaitent qu'une seule option, un dialogue avec la tutelle. Là, nous sommes fermes. Autant de jours qu'ils laisseront passer, autant d'argent coulera dans l'eau. Ce mouvement ne sera levé que lorsque le gouvernement décidera de nous interpeller et de parler franc jeu avec les régies financières. Les impôts, bras séculier de l'économie gabonaise, paralysés aujourd'hui, serait-il pas un manque à gagner pour l'État? Tout autre chose à présent, les chefs de police et les ministres en charge des questions de sécurité en Afrique centrale en conclave depuis ce matin à Libreville à la faveur de la 20e session ordinaire de leur comité. Des détails et explications, Janice Sondongema et Victor Mundunga. Les réunions techniques du CCPAC portent principalement sur les défis sécuritaires auxquels l'Afrique centrale est confrontée. Les sessions ordinaires du comité des chefs de police d'Afrique centrale sont toujours précédées par des réunions techniques dont l'objet est de procéder à l'évaluation de la situation sécuritaire de la région et de proposer des mesures opérationnelles qui permettront aux chefs de police et aux ministres en charge des questions de sécurité de prendre des décisions et résolutions idoines pour lutter efficacement contre les phénomènes criminels émergents dans notre zone. Comment doit-on conduire la réflexion si nous voulons que les recommandations servent à l'application de la loi? Ces réunions, à mon sens, elles ont pour objectif de mieux distinguer ce qui relève du temps long et ce qui relève du temps court, de séparer l'essentiel de l'accessoire, notamment dans la masse d'informations que vous allez traiter lors de ces assises, et de hiérarchiser les intérêts des différents acteurs de la sécurité en présence dans nos États. Oui, dans nos États, on en parle moins. Les acteurs de la sécurité, ce n'est pas seulement la police, c'est la gendarmerie, c'est la douane, ce sont les pénitentiaires, c'est cette chaîne qu'il faut revigorer et considérer. La police à elle seule ne peut pas résoudre le problème d'insécurité. Les assises statutaires du CCPAC à Libreville constituent un témoignage éloquent de l'engagement décisif des autorités gabonaises d'œuvrer au renforcement de la coopération policière en Afrique centrale. 20e session ordinaire du comité des chefs de police d'Afrique centrale. C'est aussi l'occasion pour la rédaction de Gabon Première de se pencher sur les véritables missions assignées à cette structure qu'est le CCPAC qui regroupe les 8 pays de la sous-région d'Afrique centrale. Patricia Lidi-Mouélé nous en parle. C'est en avril 1999, au terme d'une résolution adoptée au cours d'une session plénière des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, que le comité des chefs de police d'Afrique centrale a été mis en place. L'organisation du CCPAC s'effectue de manière rotative et par ordre alphabétique des États membres qui sont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe et enfin le Tchad. Parmi les missions assignées à cette structure, l'amélioration de la coopération entre les services de police de la sous-région concernant notamment le renforcement des capacités des services de police de ces pays dans la prévention et la lutte contre la criminalité transfrontalière. Pour ce faire, la mise en place d'une stratégie sous-régionale s'impose pour identifier les nouvelles formes de criminalité. Le comité des chefs de police d'Afrique centrale devra donc périodiquement informer les autorités nationales et sous-régionales de l'état de la criminalité, y compris des programmes d'action envisagés contre ce phénomène. Eu égard à ces missions, les principes de la coopération sont fondés essentiellement sur le respect de la souveraineté nationale des États membres, l'égalité et l'équité entre les organismes de police, ainsi que le respect des droits de l'homme, pour ne citer que cela. Cette activité au palais de la présidence de la République qui nous parvient à l'instant, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, vient donc de recevoir le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Il s'agit donc de la marche de parti et bien sûr du soutien à l'action politique du distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Bienvenue Miko et Bartel Boisse. Pour cet entretien avec le président de la République, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais a été reçu en compagnie du Premier ministre et chef du gouvernement.
Éric Dodo Bungenza est venu prendre des instructions du distingué camarade président du parti pour un meilleur soutien à l'action publique initiée par le numéro 1 du Gabon. Il était question pour le secrétaire général que je suis de rendre compte au distingué camarade président de notre parti, de l'accomplissement des dernières instructions qu'il a données au cours de notre dernière rencontre et aussi de recueillir les nouvelles instructions en vue de la stratégie à mettre en œuvre pour le fonctionnement et le site de travail du parti. Nous avons donc recueilli auprès de lui toutes les instructions liées aux activités et aux actions du Parti démocratique gabonais à mettre dans le très court terme, en vue d'un meilleur rayonnement de notre parti et en vue de la prise en compte de la base de notre parti pour mieux accompagner le distingué camarade président dans ses actions de politique publique pour le bien-être des populations du Gabon et surtout pour le développement de notre pays. Première force politique du Gabon avec 98 députés à l'Assemblée nationale, le PDG œuvre pour garantir le présent et l'avenir de la nation. Depuis le 12 mars 1968, le parti, aujourd'hui revitalisé et redynamisé, s'est donné pour ambition d'accélérer la transformation du pays. Après plusieurs mois de travail, la matrice des indicateurs de la protection de l'enfant a été présentée ce jour au ministre de la Promotion et de l'intégration de la femme au développement par l'Observatoire national des droits de l'enfant, un outil d'aide à la décision pour les pouvoirs publics. Arnaud Babekoum et Michel John Boudéan pour les détails. C'est ce document dénommé la matrice comportant plusieurs indicateurs de protection de l'enfant en République gabonaise qui a été remis aux membres du gouvernement. La matrice touche plusieurs domaines d'intervention liés à la vie de l'enfant et permet au pouvoir public de prévenir et lutter contre les violences faites aux enfants. Il s'agit là des données qui présentent une photographie de la situation des droits de l'enfant dans notre pays. Ce document est composé de 8 items et de 95 indicateurs sous-tendus par le décret numéro 0191/PR/MFAS du 22 mai 2012 portant mise en place des indicateurs de protection de l'enfant pris en application des dispositions de l'article 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les domaines d'intervention sont environnement protecteur de l'enfant qui prend en compte tous les services de protection de l'enfant, les abus sexuels et violences qui renvoient à la typologie des violences dont sont victimes les enfants. Le rôle de la matrice est d'orienter les politiques publiques en matière de prévention et de la lutte contre les violences faites aux enfants. Réalisé sur la période allant de 2017 à 2018 par l'Observatoire national des droits de l'enfant, avec la collaboration de l'UNICEF et bien d'autres acteurs du secteur public et associatif, la collecte des données pour le rapport de situation en 2019 devrait démarrer dans les toutes prochaines semaines. L'histoire du Gabon retracée à travers une exposition dédiée aux 50 ans des archives nationales du Gabon. L'événement a été rehaussé par la présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, occasion choisie par la Direction générale des archives de retracer l'histoire de notre pays. Andy Tungi et Pierre Claverella. Les archives nationales fêtent leurs 50 ans. Un âge jubilaire célébré ici à travers l'organisation de cette cérémonie solennelle marquée par l'exposition des stands liés aux différents fonds documentaires. L'union qui nous vient de Multipresse de cette façon et à la fin, nous les relions de cette façon. Nous les mettons en cahier comme ça, sur un an, toute une année, comme ça, et ça apparaît comme ça à la fin. Et nous avons un document ici qui est abîmé, et à la fin, nous pouvons le refaire de cette façon. Nous le restaurons, et de cette façon, on peut refaire la couverture, on peut refaire les pages. Créé pour appliquer la politique du gouvernement en matière d'information, documentaire scientifique, technique, administrative et historique, la structure essaie tant bien que mal de s'adapter aux mutations technologiques. Dans le cadre de la Direction générale des archives nationales créée en 1969, il était donc nécessaire pour nous de faire le point sur l'existant. C'est une structure qui n'est pas très bien connue.
Donc on a eu cette occasion-là pour mettre en valeur les fonds que l'on a. On a organisé il n'y a pas longtemps les journées des archives, donc au mois de juin. Là, on a fait le jubilé. Je pense qu'avec ces deux activités, le lieu sera beaucoup plus connu, donc beaucoup plus fréquenté. On a l'intention de mener d'autres activités au long de l'année, l'organisation des colloques, l'organisation des manifestations scientifiques et culturelles, parce que l'objectif de ce lieu est justement de valoriser l'histoire du Gabon, et l'histoire se valorise à la fois en lisant des textes, mais aussi par des manifestations culturelles. La Bibliothèque nationale est la mémoire de la nation et a pour mission de collecter, traiter, conserver et diffuser les documents produits et imprimés sur l'ensemble du pays. Sur le même sujet, au moment où la Direction générale des Archives nationales célèbre son cinquantenaire, il y a lieu de s'interroger sur son utilité actuelle. Répondent-elles aux attentes du public? Le patrimoine documentaire est-il menacé? Autant de questions que Léa Bifane et Pierre Claverella tentent de répondre. Considérées comme le lieu par excellence de la conservation, les archives devraient permettre de prouver des droits ou de témoigner de certaines activités. La Direction générale des Archives nationales, principale institution en charge de la conservation de la mémoire nationale, face à plusieurs défis. Depuis sa création, cette direction nationale ne dispose pas d'outils adéquats pour son organisation et la conservation de la banque des données dans une démarche d'archivage. Le public se trouve heurté chaque fois pour une quelconque recherche. Au moment où la Direction générale des Archives nationales célèbre son cinquantenaire, ce joyau architectural ne répond plus aux besoins grandissants du public qui ne cesse de s'intéresser à la recherche. Avec une absence de stratégie nationale sur la préservation et la promotion du documentaire, l'inefficacité du suivi dans la gestion du cycle de vie des documents et la non-maîtrise ou la sous-intégration des technologies de l'information et de la communication. Toute une liste qui continue à maintenir ce secteur dans un schéma classique. Or, l'archivage a pris son envol avec la digitalisation des archives qui permet aujourd'hui à plusieurs utilisateurs de façon simultanée de consulter. 50 ans après, comment comprendre que les véritables archives du Gabon se trouvent à l'Hexagone, loin du pays, mieux conservées, nous laisse-t-on entendre. À cette allure, une révisitation des contrats s'impose auprès du patrimoine gabonais, plutôt menacé de disparition. Un meilleur engagement des décideurs et une action concrète pourraient réduire le risque de perte de ces archives. Pour améliorer leur conservation tout en favorisant la formation liée à la gestion de l'information documentaire, il serait judicieux de booster ce secteur cher à la population consciente de connaître l'histoire du pays. Un grand merci à Léa Bifane pour ce retour sur la force de l'archive. L'agence japonaise de coopération internationale affecte sur le terrain des volontaires japonais afin de mettre leurs compétences techniques et leur expérience pratique au service des populations. C'est le cas au CTA de Kulamutu et de Franceville. Découvrons leurs activités avec Eric Nzengi-Baninga et Pierre Claverella. Ces volontaires contribuent à améliorer la qualité de service et à favoriser la réintégration des personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est le cas ici au CTA de Kulamutu. Je travaille au CTA de Kulamutu. Mon travail est statisticien, laboratoire. Nous avons ici le 5e volontaire. Chacun a œuvré dans un domaine bien précis. Le dernier qu'on a actuellement, nous œuvrons dans le social. Qu'est-ce que nous avons fait depuis son arrivée? Nous avons identifié les personnes, les enfants qui n'étaient plus scolarisés, qu'on a remis à l'école. Nous avons apporté des kits scolaires à tous nos enfants vivant avec le VIH qui sont inscrits dans notre structure. Nous avons identifié les veuves et les femmes célibataires qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir de grandes plantations. Nous les avons aidés à la réalisation de champs plus grands. Au CTA de Franceville, la volontaire japonaise contribue à la réduction du nombre de patients perdus de vue et de mettre en pratique la sensibilisation des patients au CTA et hors du CTA. Je fais la sensibilisation pour les patients. Je parle dans l'école pour faire la sensibilisation. La volontaire du CTA, elle est là depuis 8 mois. Elle a des atouts, cette dame.
Parce que quand elle arrive le matin, qu'est-ce qu'on fait? Dans le centre, nous sommes un peu polyvalents. Donc, elle a dû faire tous les services. Elle est passée au secrétariat, elle est passée aux affaires sociales, elle est passée chez le médecin et elle accompagne les malades. Vous allez remarquer que dans l'enceinte de notre CTA, les affiches qui sont là, c'est telles que nous les conçoit pour la prise en charge de nos patients et l'accompagnement de nos malades. Les activités des volontaires japonais dans le domaine de la santé sont bénéfiques aux patients. Leur savoir-faire technique est un soutien pour le personnel médical gabonais. Le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec la FAO, vient de rendre officiel le recensement général de l'agriculture en octroyant des kits de travail et des véhicules 4x4 flambant neufs aux agents recenseurs qui vont donc se déployer à travers le territoire national. Le point de cette activité avec Marie-Jo Moussavou Makondi et Richard Mobiwa. C'est au cours d'une cérémonie sobre et conviviale que le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et le coordonnateur du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale ont procédé au lancement officiel du recensement général de l'agriculture en remettant des kits composés entre autres d'ordinateurs, des fichiers d'enregistrement et des véhicules aux agents recenseurs. Donc il s'agit pour les agents recenseurs d'aller sur le terrain, vu que les agents recenseurs viennent de bénéficier d'une formation. Ils vont se rendre sur l'ensemble du territoire pour procéder à la collecte d'informations, des données dans le secteur agricole. Donc ces informations vont permettre bien entendu d'améliorer toutes les informations en termes de statistiques, mais également procéder aux prévisions en termes de projets, d'analyse et tout ce qu'il faut pour avoir une meilleure visibilité et une meilleure mise en œuvre des projets. L'intérêt multiforme de ce recensement qui se veut exhaustif nécessite l'adhésion de toutes les parties concernées. Pour le Gabon, c'est important, mais pour les FAO aussi. Notre participation est vraiment... nous sommes ravis de participer dans ce processus-là. Et le lancement, c'est le démarrage d'activité. Maintenant, on attend les résultats. Cette opération remet au goût du jour l'importance de réactualiser le fichier contenant les données statistiques réelles sur l'agriculture. Le lancement du programme Wave au Gabon, on en parle encore dans ce journal avec cette fois les missions de la Fondation Bill Gates et son apport financier dans l'exécution des projets, programmes Wave. Cabrel Guilain-Lemami, Eric Mokoko. Parmi les 200 participants au lancement de la deuxième phase du programme WAVE au Gabon figuraient entre autres les bailleurs de fonds du dit programme, les institutions financières internationales, mais surtout la Fondation Bill and Melinda Gates qui joue un rôle primordial dans la réalisation des projets du programme WAVE. On est très contente que le Gabon prend en position de leader pour être dans la région dans une situation de coordination entre les pays différents pour lutter contre l'ennemi en commun qui sont des virus de manioc, les maladies de plantes. L'agriculture est très important et on salue et on est très content d'être là au Gabon avec le gouvernement qui est si supportif pour cet effort. La Fondation Bill and Melinda Gates travaille en étroite collaboration avec le département Development International du Royaume-Uni. Les deux institutions ont, pour l'exécution de la deuxième phase du programme WAVE, déboursé une somme de plus de 16 milliards de dollars. C'est très important d'aider les fermiers, les petits producteurs à améliorer leur productivité de manioc, aider les producteurs à améliorer leur productivité et comme ça de sortir de la pauvreté avec leur famille. Après donc la première phase qui a permis la mise en place des laboratoires biotechnologiques et l'identification des caractéristiques des virus des plants à racines et tubercules, la Fondation Bill and Melinda Gates entend aller plus loin dans son action en finançant les agriculteurs pour la réalisation de leurs projets agricoles. Cette note de nécrologie avant de retrouver le sport, décédée le 5 novembre dernier, Rosalie Mebwani Ngonde, mère d'Emmanuel Issoze Ngonde, ancien Premier ministre, a reçu les honneurs du gouvernement. La délégation conduite par Julien Korebekale, chef du gouvernement, s'est inclinée devant la dépouille mortelle de ce qui a été la mère de son prédécesseur. Née le 1er janvier 1936, Rosalie Mebwani
Ngonde est décédée à l'âge de 83 ans. Elle était mère de 6 enfants, dont 5 derniers garçons et une fille. On parle de sport pour la fin. Nous parlons de ce match qui opposera les Panthères du Gabon à l'équipe nationale de la RDC. La première rencontre aura lieu donc à Kinshasa le 14 novembre et la deuxième à Fonceville le 17 du même mois. L'équipe nationale des Panthères rencontrera l'équipe d'Angola. Les forces en présence avec Alexis Georges Bada. Groupe D. En moins d'une semaine, le Gabon aura les 14 et 17 novembre 2019 à affronter la RDC et l'Angola pour un positionnement idéal. Mais pour s'y faire, il faudrait terrasser ces deux grosses pointures du football continental. Sur le papier, la RDC 53e FIFA admise à la dernière CAN avec une prestation à demi-teinte, 6 buts marqués, 6 buts encaissés, qui a valu le limogeage de son coach Florian Bengue. Bakambu, le goleador de cette sélection avec 3 réalisations à la dernière CAN, aura le soutien inconditionnel de son public au mythique stade des Martyrs avec sa capacité de 80 000 âmes pour résoudre l'équation de l'opposition avec le Gabon. Mais la pression et l'enjeu de cette rencontre capitale peuvent être également l'ennemi numéro 1 des Léopards dans ce duel des formes. Pour piqûre de rappel, Gabon et RDC, sur les 4 derniers matchs, présentent 2 victoires pour le Gabon et un nul. En revanche, une victoire pour le Léopard. Un ratio qui tourne virtuellement en faveur des poulains du coach Patrice Neveu. L'autre adversaire des Panthères, les Palanca Negra d'Angola, jadis bête noire, reste désormais prenable 120e FIFA. Si l'on s'en tient aux derniers éliminatoires 2015, avec un accent sur les joueurs du coach Pedro Gonçalves en 2 matchs, un résultat nul et une victoire pour le Gabon. Même si les réalités d'hier ne présentent aucune garantie sur le factuel, avec la forme actuelle des acteurs, la motivation, la détermination et l'envie de faire la différence. Seul le terrain commande. Retrouvez toute l'actualité sportive à 21h sur Gabon Première dans l'émission Grand Sport. Voilà qui met un terme donc à votre édition d'information sur Gabon Première. 23h, retrouvez Rodolphe Moukami Boma. Quant à moi, je vous dis à demain 20h, si Dieu le veut.